Cité. Bonjour. Oui, bonjour les auditeurs de Ramadoukha Première. Dans une lettre ouverte adressée à vos camarades de la CGTG, vous les invitez face à une rentrée sociale qui s'annonce plus difficile à rester sur leur garde et à se tenir prêt pour toute contre-offensive, c'est cela? C'est déjà le cas, la situation est extrêmement compliquée, extrêmement difficile pour les travailleurs. Pour le moment, il y a une lutte d'État, mais il n'y a pas de lutte collective. Et c'est donc c'est ce à quoi j'invite mes camarades et surtout on se prend notre démarche pour mener ces combats-là. Les jours qui viennent seront encore plus difficiles que ceux que nous connaissons aujourd'hui. La situation sociale pour les travailleurs et les pauvres, c'est véritablement, je ne dirais pas l'enfer, mais c'est presque ce qui nous attend. Donc ça veut dire que tout simplement que les organisations, singulièrement la mienne, la CGTG, on doit mettre tout en œuvre pour commencer par, d'une part, prendre conscience de cette réalité-là, mais surtout se donner les moyens. Il y a eu des combats que nous avons menés, que nous menons toujours. Il y a eu des camarades de PRI au niveau de l'EDF qui ont aujourd'hui concrétisé leur combat, où l'EDF a dû mettre sur la table plus de 2 millions d'euros, où les conditions de travail doivent être respectées, où l'État aussi doit prendre des dispositions pour contrôler ces entreprises. Il y a le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement. Depuis le 10 juillet, nous nous battons pour que cette direction applique une décision de justice. Maintenant, au fond, oui, avec aussi l'implication des concernés, il y a donc les choses sont bouger. La situation est aussi alarmante. On a le sentiment que les années se suivent, se ressemblent pour vous sur le plan social. Oui, là c'est pire, parce qu'on a pris prétexte de la guerre. J'ai entendu le représentant Zuminel dire que s'il y a des augmentations de salaire, ça va créer une situation ingérable, voire difficile pour les entreprises. Ce que nous disons à cette organisation, c'est que de toute façon, il n'y a pas de solution. Si on veut survivre, il faut augmenter les salaires. Donc, vu l'inflation créée de toutes pièces, l'inflation imposée, qui nous est imposée, donc on doit faire le nécessaire. On nous parle de la guerre en Ukraine, mais les gros avaient un stock important de marchandises. Et ils ont augmenté le stock alors que la guerre n'avait pas encore eu. Ils ont augmenté le prix du stock, la guerre n'avait pas encore eu. En fait, il n'est pas contre une augmentation. Il dit simplement 2, 3, mais pas 6 ou 7. Sinon, les entreprises seront obligées d'augmenter leurs produits. Du coup, ça sera sans effet réel, puisque le pouvoir d'achat va sentir. Puisque si on augmente les salaires, mais en même temps on augmente des prix, donc il n'y a pas d'effet, non? C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Il y a eu au niveau des vêtements, des entreprises qui vendent des vêtements, les grandes marques qui ferment les unes après les autres. Hier, il y a eu une fermeture d'un groupe organisateur, 10 000 salariés à la rue du jour au lendemain. Ce n'était pas prévu. Et donc, lorsqu'on voit aussi ce qui se passe ici, à RNC Express, où l'État a garanti, et justement c'est ça le problème, lorsque l'État garantit les prêts, eh bien les prêts ne seront pas remboursés. Combien RNC Express et Pierre ont perçu en termes de prêts de garantie d'État? Combien que nous qui ne sommes pas concernés directement, eh bien, allons rembourser à la place de RNC Express? C'est autant de questions qu'on doit mettre sur la table. Et ce n'est pas encore terminé concernant les entreprises qui vont déposer le bilan. Il y a une crise économique. Il y a quelques petits chefs d'entreprise en Guadeloupe qui se prennent pour des gros. Vialbouler à l'échelle du système capitaliste est un petit. Il est grand par rapport à nous, mais aujourd'hui, très certainement, il va subir les contre-coups comme dans ce cas-là. Mais ce qui nous impose, nous travailleurs, de défendre nos intérêts, et ça passe par une prise de conscience et surtout une lutte à organiser et à structurer réellement pour pouvoir apporter une revendication. Il y a une autre question également, et ça plutôt c'est difficile pour le secteur de la banane. Les planteurs crient leur souffrance et leur douleur. Ils ont prévu de rencontrer le préfet demain et avec la Martinique rencontrer le gouvernement pour demander une augmentation encore de l'aide. Vous serez de leur côté, vous comprenez leur combat? Jamais de leur côté, on puisse comprendre effectivement les petits, voire certains moyens planteurs, cela peut se comprendre, c'est pas un problème. Mais lorsqu'on voit, premièrement, et j'aimerais que le préfet puisse répondre sur un point aux producteurs. Les producteurs de bananes ont déposé sur la table du préfet la légalisation de
producteurs et ouvriers, c'est pas le même combat. Autre chose, vous avez eu aussi à faire quelques mouvements de mobilisation, de grève par rapport à la situation dans le champ de bananes. Qu'avez-vous obtenu? Est-ce que la situation s'est améliorée quelque part? Votre situation s'est améliorée? Nous battons au quotidien, mais je viens de vous le dire, il y a des travailleurs de la banane qui travaillent du lundi au lundi, 7 jours sur 7, parfois jusqu'à 15 heures, 16 heures, seuls du matin, ne sont pas payés. Et ces travailleurs-là souffrent au quotidien. Vous comprenez, les accidents de travail se multiplient sur les plantations de bananes, tout comme dans le bâtiment ces jours-ci. Accidents de travail mortels à certains moments. Et là, les autorités ferment les yeux sur tout cela, ils sont protégés, ils ont la garantie d'être, ils peuvent tout faire, ils n'ont aucun scrupule là-dessus. Donc ce que nous disons aussi là, c'est sur la banane. Maintenant, nous continuons le combat, on va ferrailler, on a obtenu une décision de justice qui doit être pour nous, il faut qu'il s'applique à l'ensemble des salariés de la banane concernant l'état de droit à niveau de la Cour de cassation qui a confirmé une décision sur le travail, la mensualisation en termes de paiement de primes et de salaire. Mais nous avons aussi, après 345 jours de grève qui s'est terminé le 16 août à ArcelorMittal, 16 août 2022, nous avons ferraillé pendant 370 jours et nous avons obtenu la tête du directeur général, M. Jean-Yves Allais, qui se prenait pour ce qui n'est pas. Et bien, résultat, et bien là, il n'est plus dans l'entreprise. Nous menons l'enquête. Essayez de savoir ce qui s'est passé. Nous avons, durant ces 345 jours de grève, sollicité la mairie de Temaro parce que l'entreprise est à la mairie, c'est sur le territoire de la mairie. Nous avons sollicité un président de région. Personne n'a dit mot. On ces entreprises perçoivent toutes les aides inimaginables. Eh bien, nous disons qu'il y a un véritable détournement de fonds publics. Il y a une véritable mafia dans les entreprises en Guadeloupe. Et ce qui est passé, ce sont vous avez les preuves de ce que vous avancez et vous assumez. Je suis en train de parler de vous. Je Marie de Mertin, vous m'avez annoncé, nous attendons tout le monde autour de nous. Disons en Guadeloupe, il y a une mafia organisée dans les entreprises. Il y a des détournements de fonds. Ils sont toujours prêts à condamner, à juger rapidement les jeunes. Que je ne cautionne pas ce qu'ils font. Ils sont toujours prêts à accuser et condamner les syndicalistes et les grands frères, mais sur ces grandes familles, sur ces personnes qui se disent au-dessus de nos soupçons, eh bien, on freine des quatre fers. Très bien. Donc, la situation s'annonce des plus compliquées les jours à venir. Quand on dit Simona, RTV a écouté la météo? Non, c'est nous qui sommes là. Pas écouter la météo. Si nous écoutons la météo, il y a qui arrive, qui